سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. اليوم نزلنا في ضيافة سعادة سفير جمهورية التشيك في تونس مسيو سون اكسيلونس مسيو يان فيتشيتال، اللي رحب بنا واستقبلنا هنا في مقر إقامته في تونس. مرحبا بك سعادة السفير. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. votre Excellence. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour vous interviewer, particulièrement en cette période de fin d'année. Je sais combien vous avez des engagements, donc merci encore une fois. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir et honneur d'être avec vous. Donc, votre Excellence, si vous permettez, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pratiquement en période de fin d'année. On arrive à terme à la période de la présidence de la République tchèque de l'Union européenne. Vous avez fixé 5 priorités lors de la prise en charge de ce mandat. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'on défalque un peu ces 5 priorités et on va en parler une à une avec nos téléspectateurs, si vous permettez. Bien sûr. Encore une fois, j'aimerais remercier vous pour l'invitation. Je peux dire que quand nous avons choisi les priorités, personne n'a pensé à la guerre, agression russe en Ukraine. Donc, la planification et préparation pour la présidence et la réalité et nécessité de réagir à la situation de développement international, c'est l'autre chose. Effectivement, parce que rien qu'à lire la première priorité, vous parliez de gestion de crise des réfugiés, là, il n'y a pas de problème, mais vous parlez de reconstruction de l'Ukraine dans l'après-guerre. On est aujourd'hui à 7-8 mois de cette guerre, elle n'est pas encore finie malheureusement. Ouais. C'est vrai, oui. Pour nous, pour la présidence, au niveau des axes de guerre ou la crise en Ukraine, il y a été plusieurs lignes de soutien, d'assistance à l'Ukraine. Donc, première chose, c'était très important que l'Union européenne a choisi et déclaré l'unité vers l'Ukraine. Et c'était expliqué ou démontré par plusieurs actes concrets comme ça fait 2 jours qu'un conseil des ministres des étrangers a accordé l'assistance financière pour l'année prochaine au niveau de 18 milliards d'euros, que l'Union européenne, au niveau de l'unanimité, a été capable de faire encore concernant c'était la sanction contre la Russie, donc au niveau de commerce et aussi au niveau des personnes physiques. Et aussi l'Union européenne, au niveau du ministre de la Défense, on a discuté l'assistance militaire et aussi l'assistance humanitaire, bien sûr. Donc la discussion pendant l'année a été évoluée. Au début, tout le monde a été surpris par l'agression russe. Tout le monde a pensé que la Russie n'a pas agressé l'Ukraine, que c'était seulement un petit conflit, mais aujourd'hui, tout le monde peut voir que c'est le plus grand conflit dans le 21e siècle en Europe. Oui. Certains disent qu'effectivement, reprochent à l'Europe d'avoir mal géré cette guerre, effectivement. Et je me rappelle qu'il y avait l'ancien Premier ministre français qui disait que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Donc, on peut dire que la situation en Ukraine a eu plusieurs étapes avec l'agression russe au Crimée en 2014. Et après l'annexion l'agression des régions de Donetsk et Luhansk, et après l'agression vers toute l'Ukraine le 24 février 2022. Donc oui, notre politique vers la Russie a été... L'Union européenne a été toujours positive vers la Russie et s'est attirée la Russie plus proche
qu'Europe et continuer avec démocratisation des pays. Malheureusement, le président Poutine et l'État, le russe, a fait l'autre décision de la Russie est devenue le pays non démocratique sous présidence en dictateur, malheureusement. Et on va venir là à la deuxième propriété qui découle de la première et qui découle effectivement de cette problématique ou de ce conflit russo-ukrainien et des retombées n'ont pas tardé, un très grand problème énergétique. Oui, bien sûr, toute l'Europe a été dépendante sur les livraisons de gaz et de l'huile. Et aussi, donc, le manque de livraison de gaz, et surtout le gaz, a effectué le prix et l'accessibilité d'énergie en Europe, mais pas seulement en Europe, mais aussi au entier monde. Donc la carte énergétique a été refaite par cette crise. Et donc, en effet, l'augmentation des prix d'énergie qui sont aussi transférés au niveau des prix des produits alimentaires, mais aussi toutes les productions en Europe. Au monde. Donc aujourd'hui, on peut dire que le ministre de l'Industrie au niveau européen réussit de négocier de base des prix maximum. Justement, c'est sur ce point que je voudrais revenir. Oui. Et rien que la dernière réunion, c'était hier, elle a laissé paraître une discorde entre les membres de l'Union européenne. Il n'y a pas une décision unanime pour ce prix relativement qu'on devait appliquer à la Russie. Pour le prix, donc le prix maximum minimum pour l'achat de l'huile de la Russie. Voilà. Donc c'est une chose, mais si on parlait de prix au niveau européen, donc dans les pays européens, il y a été unanimité au niveau des prix maximum pour vendre l'énergie pour les consommateurs européens. Donc il y a été accord. Si on parle de le dernier débat de prix, mais c'est un débat international, pas seulement au niveau européen, parce que ce sont les pays de l'OPEC. Donc le prix maximum pour minimaliser le prix, pour minimaliser d'argent que la Russie peut gagner avec vendre de l'huile et pour minimaliser d'argent que la Russie dépenser pour l'armée, pour le combat ou l'attaque en Ukraine. Donc il n'y a pas l'unanimité, mais au niveau européen, il y a un accord constant les limitations obligatoires de consommation et aussi donc le plafond pour le prix maximal pour les consommateurs. Donc au niveau européen, on a réussi à stabiliser le prix d'énergie. Et c'est très important pour garder la concurrence européenne vers la production globale. Effectivement, l'Europe ne vit pas isolée du monde. Oui. Elle a ses partenaires, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et sincèrement, notre sentiment, c'est que l'Europe a délaissé ses partenaires du sud de la Méditerranée. Que l'Europe a délaissé, c'est-à-dire délaissé comment, c'est-à-dire n'a pas donné assez d'importance pour la Méditerranée, pour les pays du sud de la Méditerranée. Donc, j'aimerais venir un peu plus en historique dans l'année 2020-2021. Vous savez très bien que pendant la crise de Covid, l'Europe a assisté beaucoup dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Afrique du Nord, notamment aussi à Tunisie. L'Union européenne a payé ou donné, c'était un don de presque 4,5 millions de doses de vaccins pour la Tunisie.
Et aujourd'hui, l'Union européenne, donc l'année 2021, a payé en total à peu près 600 millions d'euros pour assistance macrofinancière. Et pour cette année, ils sont des dons au niveau de sécurité alimentaire. Donc l'Union européenne a payé 20 millions d'euros pour la Tunisie, pour soutenir la Tunisie de capacité à acheter du blé dans les marchés internationaux. Et aussi, ils sont des projets, des fonds pour continuer cette assistance. Donc, il faut regarder l'assistance en les mesures, en les optiques globales. Oui, bien sûr, au niveau des pays européens, c'est nécessaire que plus d'argent, plus de finances est nécessaire pour réagir sur la crise de Covid, réagir sur la crise énergétique et aussi de l'assistance en Ukraine à son prix. Effectivement. Donc, oui, la poche ou l'offre d'assistance pour le pays des voisins, des pays autour du bassin méditerranéen, ça sera limité un peu, basé bien sûr, mais au niveau que je trouve qu'il est toujours assez généreux. C'est déjà un pas. Oui. Effectivement, et on arrive ici au troisième point, oui. La problématique de la défense de l'Europe. Je pense que là, les pays européens commencent à regretter de ne pas avoir décidé un peu plus tôt d'une politique commune en matière de défense. Oui, vous savez, j'ai travaillé à Bruxelles en 2004, juste après l'accession de la République tchèque dans l'Union européenne. Et je sais très bien, j'ai encore le sentiment d'optimisme général parmi les pays traditionnels anciens de l'Union européenne, les membres anciens de l'Union européenne et aussi les membres qui sont accédés dans l'Union européenne. En 2004, tout a été parfait, idéal et beaucoup d'optimisme. Mais la vie et la situation internationale est plus compliquée, aussi au niveau des pays membres, est plus compliquée. Et pendant les piliers de l'Union européenne, la question de la défense nationale, c'est toujours au niveau national. Donc la au niveau des lois, des communautés de l'Union européenne, donc le pouvoir au niveau de la Commission et le Conseil, au niveau de la défense, c'est toujours dans les mains des pays membres. Oui, on peut discuter, ça serait mieux avoir une défense européenne, avoir une armée européenne, ou c'est suffisant que les pays européens, ou la majorité des pays européens sont membres de l'OTAN. Donc dans l'Alliance Atlantique du Nord. C'est la question, mais ce n'est pas quel est le mieux, mais c'est important que les pays membres ont réussi à réagir sur la crise en Ukraine, que la coordination au niveau des pays membres de l'OTAN et des pays européens, et qu'il y a la coordination et au niveau de assistance militaire en Ukraine et aussi assistance militaire dans les pays des voisins de la Russie, il y a toujours. Et donc il y a l'esprit des communautés et il y a une compréhension commune que l'Europe, les pays européens membres sont unis vis-à-vis la soutien à l'Ukraine et sont unis vis-à-vis la position contre la Russie. Donc, oui, on peut discuter, mais ça serait la discussion théorique. Si. Mais la réalité est qu'il y a l'accord, il y a l'unité et il y a une approche commune vers la crise ukrainienne, dans l'Ukraine. Il y a un domaine sur lequel vous n'avez pas tardé, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au point pile. Là où il faut, c'est le cyberespace. Oui, cyberespace. Aujourd'hui, au Prague, notre ministère des Affaires étrangères
accueilli un discours international concernant l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi vu que la cyberattaque et la fausse information, ce sont les sujets qui ont accompagné la crise militaire. Donc, au niveau de l'État, l'institution étatique et l'infrastructure critique, on a compris que ce n'est pas seulement la protection physique, mais c'est aussi la vraiment protection au niveau de cybersécurité. Donc, nous avons essayé de porter ce sujet aux tables et discuter ce sujet au niveau des partenaires européens, mais aussi international, parce qu'au niveau des pays de l'OTAN, au niveau des communautés internationales, c'est toujours un sujet très important. Et j'arrive au dernier point. Ouais. Là, vous parlez de résilience des institutions démocratiques. Oui. Est-ce pour autant la démocratie en Europe est en danger? Je pose ma question parce que je vois que les derniers agissements de la Russie et la tentative de s'immiscer dans les affaires européennes, surtout lors des élections, se sont plaints les Européens. Et donc, vous parlez des élections ici en Tunisie? Non, les élections en Europe. Si nous parlons de la démocratie, il y a toujours le risque pour la démocratie. Il y a toujours quelqu'un qui essaie mal utiliser l'espace démocratique pour gagner plus de pouvoir et diminuer le droit de l'homme et la démocratie en général. Donc il faut toujours défendre la démocratie, comme notre président démocratique, premier président démocratique Václav Havel dit, qu'il faut toujours défendre la démocratie et le droit de l'homme. Donc, au niveau de notre présidence, nous avons toujours essayé de répéter ce principe que donc c'est nécessaire de jamais oublier les principes démocratiques et c'est important créer l'espace pour dialogue inclusif et pour justice indépendante et pour l'accès libre aux informations et la liberté de l'expression. Mais ce sont des valeurs-là que vous avez essayé d'imposer aux pays partenaires, des pays tels que la Tunisie, pays africains, etc. On ne peut pas imposer. On peut dire, on peut partager notre expérience avec cette valeur et nous, dans notre espoir que les pays des voisins peuvent être invités, suivis l'exemple européen. Mais l'Union européenne ne veut pas jamais imposer quelque chose à quelqu'un. Si je peux abuser de votre gentillesse, je pourrais pas clore cette interview sans vous demander votre point de vue sur les relations tuniso-tchèques. Donc, la Tchéquie ou Tchécoslovaquie, on peut dire, a été le troisième pays européen qui a reconnu la Tunisie comme l'État indépendant en 1956. Donc, les relations diplomatiques parmi notre pays sont très longues, très traditionnelles, très proches. Je peux dire qu'au niveau des coopérations, à tous les niveaux de coopération politique, au niveau des échanges commerciaux, au niveau du tourisme, je peux dire que nous sommes très contents. L'échange commercial cette année a augmenté au niveau 420 millions d'euros. Et au niveau des touristes tchèques qui sont venus visiter ou passer le congé en Tunisie, on peut dire que nous sommes le premier pays, si nous parlons seulement des touristes. Cette année, le chiffre a augmenté au niveau 112 000 touristes.
Mais donc c'est premier poste. Si j'ajoute la France et l'Allemagne, donc nous sommes troisième. Mais bien sûr, les touristes de France sont les familles mixtes, donc ne sont pas les touristes toujours, mais ce sont les familles qui voyagent et visitent la Tunisie comme pas les touristes, mais comme la visite de famille ou la visite de commerce, d'affaires. Donc ce sont les axes de coopération très visibles au niveau de coopération de développement et donc coopération de dons au niveau de développement. Nous avons eu plusieurs projets. La dernière fois, c'est un don ciblé au niveau de 1 million dinars tunisiens pour l'hôpital ici à Tunisie, avec les technologies ou l'équipement pour l'hôpital de production tchèque. Donc ce sont les petits goutte à goutte pour aider la Tunisie et pour présenter les technologies tchèques en Tunisie. Donc j'espère pour l'année prochaine, on peut continuer au niveau des consultations politiques. J'espère que notre gouvernement sera plus libéré pour les relations bilatérales aussi dans l'espace, dans les pays des voisins de l'Union européenne, et aussi au niveau de continuation d'approfondir de coopération commerciale, parce qu'il y a toujours le manque de visites. C'était bloqué par le Covid, donc pour l'année prochaine, on prévoit plusieurs visites au niveau des commerces. Donc, et pour tout ce qui est échange culturel? L'échange culturel, ça coûte d'argent. Donc, nous avons organisé un concert de trio de jazz. Ça fait organiser en septembre cette année. Et pour l'année prochaine, j'espère que nous pouvions travailler plus avec la communauté tchèque ici, donc promouvoir la langue tchèque et la culture tchèque. Et j'espère que nous aurions la possibilité d'inviter un groupe de musique tchèque. Ce n'est pas déjà décidé si ça sera la musique de pop ou ce sera la musique classique, mais j'aimerais promis, je peux promettre un concert de provenience. Si on aura le Philharmonique de Prague, je dirais pas non. Avec grand plaisir, mais je dois chercher un sponsor. Ou le lac de Cygne, oui. Donc je dois chercher un sponsor qui peut partager le coût, bien sûr. Mais comme je dis, mais les dividendes ne vont pas tarder, je suis sûr, oui. de tel agissement. Oui, on verra. Donc je vous laisse avec la parole de la fin. Donc j'aimerais souhaiter à tout le monde... Vous pouvez ici, oui. Ok, j'aimerais souhaiter à tous les Tunisiens bonne fin d'année et bonne chance pour l'année 2023. Mois de crise, plus de soleil et plus de pluie pour les agriculteurs et aussi plus de touristes européens. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, Votre Excellence. C'est aimable de votre part de nous revoir chez vous. Nous espérons vous voir incessamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Merci. إذا سادة مشاهدي قناة تونسنا، هكا توصل رحلتنا إلى نهايتها مع أيام المؤسسة في دورة 36 بالعكس. إن شاء الله نكونوا وفقنا في مهمتنا، إن شاء الله نكونوا أدينا مهامنا. أنا ما بقى لي كان باش نقول لكم إلى اللقاء، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم نفس القناة نفس التوقيت. إلى اللقاء.